Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons pour notre programme Leader d'Afrique. Et Leader d'Afrique reçoit pour votre grand plaisir Didier Akwete. Didier Akwete qui est président directeur général du cabinet Afrique Search, un cabinet de ressources humaines, mais aussi et surtout un chasseur de tête. Avant de nous entretenir avec lui, nous vous proposerons l'éditorial qui lui a été consacré et qui est signé Mactar Sylla. Qui, dans les entreprises leaders du continent et de la diaspora, ne connaît le nom du président du groupe ou le label Afrique Search, Didier Akwete. Pionnier africain dans un secteur méconnu ou non investi par les Africains en son temps, Didier Akwete a pensé mettre son talent au service des entrepreneurs et des candidats à des emplois avec la création de l'une des structures africaines et internationales les plus connues et les plus crédibles en matière de détection de talents et de gestion des ressources humaines pour l'Afrique. Depuis 1996, Didier Akwete œuvre inlassablement à l'affirmation, à la visibilité, au développement de la première ressource de toute entreprise, la ressource humaine, le capital humain. Que de compétences et cadres encouragés par cet homme aux allures d'éternel adolescent, vif, élégant et généreux dans la réflexion et l'effort. Avec des bureaux à Paris, Washington, Dakar, Lomé, Abidjan, Cotonou, Douala et Johannesburg, Didier a su positionner Afrique Search pour ceux qui savent comme un cabinet panafricain international incontournable dans l'identification et le développement des ressources humaines en Afrique et a contribué significativement au retour des compétences sur le continent. Par générosité et souci sans doute de démultiplier et diversifier son propre cursus, ce titulaire d'un MBA de l'École supérieure de commerce de Paris, de 2 troisième cycles en commerce international et en marketing industriel entre autres, structures éducatives et des cycles de perfectionnement en management dans diverses universités internationales, dont la Harvard Business School, est avide de savoir et d'excellence. Fort d'une expérience en marketing commercial et en gestion de projet, Didier Akwete a fait sien le challenge du marketing humain sans lequel aucune entreprise ne saurait s'organiser, avancer, produire, réaliser et prospérer. Bien plus qu'un simple spécialiste des ressources humaines, c'est également un homme de communication que Robert Adandé reçoit aujourd'hui. Car pour celles et ceux qui n'avaient jamais mis un visage sur le nom, Didier Akwete est également chroniqueur à Radio France Internationale sur les problématiques de formation, emploi et de création d'entreprises en Afrique où le coach conseille les jeunes en quête de repères et de choix professionnels pertinents. Bonsoir Didier Akwete, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons ce soir pour notre émission Leader d'Afrique. Mais avant tout propos, dites-nous, c'est quoi un chasseur de tête et quelle définition faites-vous de votre métier en 2019 ? Merci beaucoup Robert. Un chasseur de tête, c'est quelqu'un dont le métier est d'identifier des compétences, des talents, pour ou des entreprises ou pour des administrations. Donc sa mission consiste à faire de la veille, à savoir cartographier entre guillemets les populations de diplômés et de cadres dirigeants dans le monde pour pouvoir aller les chercher, un peu à l'image de ce chasseur qui est dans la brousse et qui cherche entre guillemets une proie. Sauf que là, la proie, ce sont les têtes bien faites et les talents. Donc la mission du chasseur de tête, c'est de trouver la bonne tête pour la bonne position. Et vous savez que la question de la bonne personne au bon endroit est essentielle pour faire fonctionner une entreprise, une administration, une association, même un État. C'est pour ça que souvent on dit s'il y a un bon leadership, généralement un pays fonctionne. Et donc peut-être même qu'on devrait aller chasser des têtes pour nos pays. Alors comment en êtes-vous arrivé là et quel est votre parcours finalement ? Je suis diplômé d'une école de commerce, enfin de 2 écoles de commerce en France. J'ai fait également de l'économie à l'université et j'avais à mon actif, on va dire, 7-8 ans d'expérience, surtout dans le marketing, dans la stratégie, dans le développement en France, avant de créer le cabinet. Mais la création du cabinet n'est pas liée à cette expérience. La création d'Afrique Search est liée surtout à notre expérience associative lorsque nous avions terminé nos études en France, ou que nous étions en train de terminer nos études, où nous avions créé cette fameuse association qui s'appelait Renaissance africaine, donc tout un projet qui réunissait la plupart des jeunes diplômés, des jeunes étudiants africains en France et en Europe. Et cette association avait pour vocation de définir
entre guillemets, des nouveaux schémas de développement pour l'Afrique, aussi bien au niveau économique que politique, que social, que culturel, avec des grandes conférences que nous organisions à Paris très régulièrement, un magazine que nous sortions pour diffuser, vulgariser nos idées de changement pour l'Afrique, puisque nous avions un rêve pour l'Afrique, et Renaissance africaine était une façon de divulguer, de vulgariser, de communiquer ce rêve que nous avions pour l'Afrique à travers toutes ces réformes. Et le dénominateur commun de toutes ces réformes que nous proposions, c'était le capital humain. C'est-à-dire, si on n'a pas des ressources humaines de qualité, si on n'a pas les compétences requises, c'est très difficile de conduire un changement tel qu'il soit, et les exemples les plus récents, c'est les pays d'Asie du Sud-Est, qu'on appelait les dragons, qui ont réussi à faire ces mutations, alors que, comme on le disait souvent, l'Afrique avait un PNB par habitant supérieur à beaucoup de ces dragons, mais parce qu'ils ont su investir massivement dans les ressources humaines, dans les qualifications de leur population, avec une vision très claire de là où leur développement devait les conduire, et un vrai leadership. Ces pays ont réussi à se transformer considérablement en l'espace de 30 ans, et donc nous avions, à l'époque de Renaissance africaine, pris conscience de la nécessité de remettre les ressources humaines au cœur de toutes ces idées, au cœur de tous ces projets de transformation que nous envisageons pour l'Afrique. Et c'est comme ça que j'ai décidé avec des amis de créer ce cabinet pour justement identifier ces compétences africaines de par le monde, afin de les proposer au marché africain, et également de commencer à travailler justement sur les questions de réforme des systèmes éducatifs, de revue des talents en Afrique, pour remettre cette question au cœur de nos dynamiques de développement en Afrique. Et donc Afrique Search est née en réalité de cette initiative associative qui nous a mobilisés fortement pendant plusieurs années en France avec nos amis. De 99, les débuts de votre cabinet à 2019, ça fait quand même 20 ans. Et quelle est l'évolution du cabinet Afrique Search? Parmi les mutations, j'en citerai deux. La première, qui est la conséquence de l'arrivée d'autres acteurs sur le marché, puisque en 1996, c'était une initiative assez insolite, ce cabinet que nous avions créé. Il n'y avait pas réellement de concurrence d'un cabinet international spécialisé sur l'Afrique. Donc, entre-temps, il y a eu une compétition aussi qui s'est installée, des acteurs. Donc, la multiplication des acteurs a entraîné, entre guillemets, un début marché, avec des acteurs de différents niveaux, de différents segments, quelques charlatans également qui sont arrivés sur le marché. Donc, disons, une redéfinition de l'offre s'est faite un peu depuis 96. La deuxième mutation est liée à tout ce qui est digitalisation. Et cette digitalisation n'échappe à aucun secteur. Aujourd'hui, vous prenez des plateformes comme LinkedIn ou des plateformes de recherche d'emploi en ligne que les entreprises elles-mêmes utilisent ou que les candidats vont utiliser, c'est relativement disruptif pour le secteur, puisque encore à l'époque, on recevait des CV papier par la poste. Aujourd'hui, presque personne n'envoie plus de CV par la poste. À l'époque, les interviews, c'était physique. Aujourd'hui, on les fait en ligne, on les fait par visioconférence, on les fait sur son téléphone. Aujourd'hui, les applications permettent aux candidats d'avoir une approche du marché différente. Donc, c'est déjà deux mutations qu'on peut observer sur le marché et qui sont plutôt des mutations positives, puisque ça permet d'offrir un peu plus d'opportunités aux candidats sur le marché et puis de leur offrir une proximité. Avant, c'était difficile de savoir qui recrutait, de savoir où on recrutait. Or, aujourd'hui, avec la digitalisation, en un clic, on peut savoir qui recrute et où sont les jobs. Et dans ce cas, comment êtes-vous arrivé à vous adapter aux différentes transformations qu'a connues le marché africain de l'emploi? Alors, le marché en lui-même n'a pas beaucoup changé, à vrai dire, hein, puisque on estime que l'Afrique crée difficilement un peu plus de 3 millions d'emplois qualifiés chaque année pour un besoin de 15 à 20 millions.
Donc vous voyez que nous sommes loin du compte et que le marché n'a pas évolué tant que ça. L'évolution que ce marché a connue, c'est simplement qu'il a vu naître ou arriver des acteurs dans des secteurs comme la téléphonie mobile, le secteur bancaire, le secteur des FMCD, donc les produits de grande consommation, un peu les infrastructures, et donc les investissements que l'Afrique a connus dans ces secteurs a créé une sorte d'appel d'air pour les compétences africaines, et du coup ça a permis de dynamiser un peu le marché de l'emploi dans ces domaines. Sinon le marché reste relativement atone par rapport au taux de croissance que l'Afrique a connu ces 15 dernières années. Quand on dit qu'on a eu entre 5 et 10% de taux de croissance chaque année, et qu'on arrive difficilement à créer plus de 3-4 millions d'emplois, ça veut dire que nous avons un problème avec notre croissance en Afrique et que c'est pas une croissance qui crée des emplois. Donc le premier élément, c'est que ce marché malheureusement ne s'est pas tant transformé que ça, parce qu'on se serait attendu à ce qu'il crée d'abord plus d'emplois, à ce qu'il se sophistique au niveau des profils un peu plus. Or, on n'est pas encore dans des niveaux de sophistication assez poussés. Je prends le secteur des technologies par exemple, en dehors de quelques startups aujourd'hui en Afrique qui essaient de produire un peu des mutations en innovant, comme par exemple les compteurs électriques Pay2Go, c'est-à-dire vous payez à la recharge, vous chargez avec votre téléphone mobile votre compteur électrique, qui sont des innovations. Il n'y a pas eu beaucoup de sophistication dans beaucoup de secteurs malheureusement en Afrique, et donc le marché n'a pas connu la transformation que nous avions espérée par rapport au taux de croissance que l'Afrique a connu. Donc ça, c'est un premier élément. Nous avons une croissance qui a été malheureusement tirée par l'embellie des cours des matières premières, par les exportations massives de matières premières, avec bien sûr quelques projets d'investissement dans les infrastructures, quelques routes, quelques aéroports ici et là, quelques centrales énergétiques, etc. Mais globalement, cette croissance n'a pas été structurelle. Une croissance qui est structurelle, c'est qu'elle permet de créer des industries, de créer des entreprises qui profitent de ces marchés et qui créent des emplois. Or, malheureusement, quand vous regardez la plupart de nos pays, excepté l'Afrique du Sud, le Maroc, peut-être un peu le Kenya, peut-être un peu l'Égypte, un peu l'Algérie, bref, nous avons connu ces 20 dernières années très peu de pays en Afrique qui ont vraiment connu des mutations structurelles avec des vraies entreprises, des vrais secteurs qui ont émergé avec des champions nationaux, des champions régionaux. Quand on prend par exemple les gros projets d'infrastructure, quand on fait des ponts, des aéroports, on a toujours des entreprises européennes ou chinoises qui viennent les faire. Quand on fait les routes, on a heureusement quelques entreprises en Afrique comme au Sénégal, au Kenya, mais la plupart du temps, c'est toujours des entreprises asiatiques ou européennes. Quand on transforme nos produits que nous achetons tous dans les supermarchés, on voit toujours que c'est beaucoup de produits importés. La Côte d'Ivoire, par exemple, commence à peine à transformer son chocolat, mais jusqu'à présent, c'est beaucoup de chocolat, soi-disant suisse, belge, etc. qu'on voyait. Donc, bref, la transformation structurelle ne s'est pas faite parce que nos États n'ont pas compris et n'ont pas eu confiance en leur secteur privé pour investir sur ce secteur privé, leur donner l'opportunité de créer des industries en partenariat avec des entreprises internationales pour acquérir ces expertises qui auraient permis justement de développer des vraies industries dans tous nos secteurs et qui auraient donc pu créer les emplois qu'il faut. Or, ça n'a pas été le cas, donc on continue d'importer malheureusement les technologies, d'importer de l'industrie au détriment du secteur privé local qui n'arrive pas à se développer. Et quand bien même vous avez des patrons africains qui prennent des initiatives, ils sont rapidement confrontés à deux problèmes. Le problème de l'accès au marché, donc les marchés publics restent des marchés captifs que les États gèrent en toute confidentialité et partagent avec leurs amis et quelques multinationales. Et puis deuxièmement, l'accès au financement. Les entreprises ont un gros problème d'accès au financement et donc elles ont du mal à aller sur des gros marchés pour faire des investissements qui parfois nécessitent des grosses infrastructures. Tout le monde n'est pas Dangote, vous voyez ce que je veux dire, tout le monde n'est pas MTN. Donc, beaucoup d'entreprises africaines souffrent parce que le partenariat public-privé ne se fait pas,
puisque les États ne comprennent pas la nécessité de soutenir un peu plus leur secteur privé, et donc on ne peut pas créer des emplois qu'il faut pour les Africains. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons lancé cette initiative autour des PME africaines que vous avez indiqué tout à l'heure, le SME Champions Forum, qui vise justement à remettre les PME au cœur des transformations économiques en Afrique, à leur donner, alors emploi du financement, à leur donner accès à des marchés pour qu'ils puissent se développer et créer des emplois, parce que n'oublions pas, dans tous les pays du monde, ce sont les PME qui créent les emplois et non pas les multinationales. Je suppose que vous avez une connaissance des autres marchés que ceux du continent africain. Alors, quelle est la spécificité du marché du continent africain par rapport aux autres marchés? D'abord, c'est un marché qui est très informel. En fait, l'emploi formel, salarié, selon les pays, représente 10 à 20% de la population active. Donc, c'est un emploi qui est largement informalisé. Deuxièmement, quand il est donc informel, il protège moins les employés, puisqu'ils n'ont pas de couverture sociale, ils ne sont pas déclarés bien souvent, et donc ce sont autant de personnes qui auront du mal à avoir accès à un système financier classique et à un système de crédit. Troisièmement, compte tenu du fait de l'étroitesse de ce marché, donc un marché étroit, c'est un marché qui offre peu d'opportunités, et donc peu d'opportunités de carrière. Donc les carrières sont limitées parce que l'emploi salarié dans des entreprises organisées qui construisent des parcours professionnels, ces entreprises sont un peu limitées. Donc marché étroit, informel, qui offre peu d'opportunités de développement et peu de mobilité. Et ça, c'est une question qu'on peut aborder rapidement. À l'heure où on chante la zone de libre-échange économique continentale, on voit bien que la mobilité des Africains est toujours extrêmement freinée par les questions de visa. Quand on prend l'Afrique centrale, qui est un scandale absolu, alors que les pays d'Afrique centrale sont dans une zone intégrée qui s'appelle la CEMAC, on voit bien que pour se déplacer, un Camerounais aller en Guinée équatoriale ou au Gabon, c'était toujours souvent la croix et la bannière. Parfois on redemande encore des visas, même quand on n'a pas besoin, on vous interdit l'accès à ces territoires. Donc la question de la mobilité est importante, la circulation des cerveaux, des compétences est extrêmement importante quand on veut développer un continent. Et donc cette question de contrainte de mobilité est aussi un des obstacles au développement harmonieux du marché de l'emploi en Afrique, parce que figurez-vous que si demain la Guinée équatoriale a besoin de scientifiques dans le domaine de l'énergie ou de l'informatique par exemple, et qu'elle ne les produit pas, est-ce que ce n'est pas dommage que s'il y a des Camerounais qui ont cette compétence ou des Kenyans qui ont cette compétence, qu'on puisse leur permettre d'accéder à ce marché le temps que les Équatos même soient formés? Ou peut-être que les Équato-Guinéens ont des compétences dans des domaines, mais leur pays n'offre pas ces opportunités, et cela même aussi pourrait aller vers le Gabon, ou vers le Cameroun, ou vers le Togo, ou vers l'Afrique du Sud, pour mettre à disposition ces compétences. Donc, c'est autant d'éléments qui caractérisent le marché de l'emploi en Afrique, qui empêchent son développement. Finalement, quand on vous écoute, on se rend compte que c'est un secteur assez atypique. Et qu'est-ce qui vous donne la force, où puisez-vous cette énergie pour foncer et vous donner davantage? Or, ce qui peut décourager parfois, c'est l'Afrique au sens large. Hein, c'est pas, si vous voulez, parce que quand on regarde honnêtement l'Afrique ces dernières années, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, l'Afrique, globalement, même s'il y a eu des poches de progrès, l'Afrique a quand même régressé sur bien des aspects. Je commencerai par l'aspect politique. Lorsque vous regardez les élections sur le continent ces dernières années, alors qu'on a eu soi-disant la conférence de la Baule au début des années 90 qui devait entre guillemets démocratiser un peu le continent, et lorsque vous voyez les élections qui ont lieu ces dernières années où on coupe Internet pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, parce qu'on a fraudé les élections, c'est une régression politique de mon point de vue. Au niveau économique, lorsqu'on constate que nous avons fait 5 à 10 points de croissance pendant 10 années d'affilée, mais que le système social, le système de santé
le système éducatif ne fonctionne pas, c'est une régression. Lorsque vous constatez que les écoles, les universités peinent encore à former des Africains de bon niveau pour adresser la question de la compétition internationale et la compétition africaine, c'est un échec. On ne peut pas dire que ce soit un succès. Lorsque vous allez dans les villes, vous voyez bien que la pauvreté augmente. Certes, c'est parce que la population aussi augmente, mais la population augmente avec une croissance qui augmente. C'est paradoxal qu'on n'arrive pas à réduire plus rapidement la pauvreté. Je parlais d'emploi. Lorsque vous voyez que nous n'avons pas de secteur privé réellement dans nos pays ces 20 dernières années, qui est émergé dans tous les secteurs, que ce soit dans la production énergétique, que ce soit dans la construction d'infrastructures, que ce soit dans la grande distribution, bref, dans tous les secteurs, et on peut les citer, c'est quand même regrettable. Ça veut dire que nous avons loupé quelque chose, et donc ce qui déçoit un petit peu, c'est tous ces éléments qui montrent globalement une régression avec quelques progrès à la marge, et qui sont vraiment à la marge. Et quand vous voyez les contestations dans nos pays régulièrement, vous voyez tous ces jeunes qui prennent la mer pour se jeter dans la Méditerranée, une chance sur deux de survivre, mais qui continuent de partir, ça veut quand même dire que l'Afrique globalement a échoué, les dirigeants ont échoué à redonner de l'espoir aux Africains, à redonner de l'espoir aux jeunes Africains, et donc forcément à créer une dynamique vertueuse qui aurait pu bénéficier à une activité comme celle d'Afrique Search. Donc, à votre question, oui, il y a beaucoup de déceptions. Lorsque je vois ce que nous écrivions dans nos journaux à l'époque de Renaissance africaine, en 91, 92, 93, ou quand je relis les éditoriaux de nos magazines Afrique Talent, et je m'amusais, cette année nous avons fêté les 20 ans d'Afrique Talent, et je relisais l'éditorial de notre premier forum Afrique Talent à Paris en 1999, je peux parfaitement réécrire le même éditorial cette année, parce que malheureusement les problèmes que nous évoquions ou que nous évoquions à l'époque de Renaissance africaine sont toujours d'actualité. Donc c'est comme si l'Afrique a évolué très légèrement, alors que si nous regardons l'histoire des dragons d'Asie du Sud-Est, les transformations que ces dragons ont pu effectuer en 20-30 ans, c'est phénoménal. Et l'Afrique, en 20-25 ans, n'a pas été au rendez-vous de ces transformations, honnêtement. Donc il n'y a pas lieu d'être heureux face à ce spectacle, honnêtement. Non, si on est sérieux, on ne peut pas considérer que l'Afrique a beaucoup progressé, malheureusement. Donc il y a beaucoup de sujets de frustration et de mécontentement, mais dans le même temps, nous sommes tous un peu responsables. Nous sommes tous, entre guillemets, partie prenante de cette transformation, chacun à son niveau. Mais quand on regarde au niveau politique, c'est quand même un gros échec dans nos pays, même s'il y a des élections, mais les élections, si on les fait, et les élections ne sont pas transparentes, celui qui a perdu, on le déclare gagnant, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup progressé. On a juste progressé parce que maintenant, on organise des élections. Donc, le leadership politique est quand même à l'origine de tous ces mots que je souligne. Et donc, il y a une nécessité de revoir complètement la manière dont le leadership politique se construit en Afrique et la manière dont les pays sont gérés. Quels sont les secteurs prometteurs en termes d'emploi et quels sont les profils que vous chassez? Alors, il y a quelques secteurs qui clairement sont en train de montrer une vraie dynamique. Les infrastructures au sens large. Vous savez que l'Afrique maintenant essaie d'investir chaque année plus de 150 milliards de dollars dans les infrastructures, donc pour construire des routes, construire des centrales, bref, tout ce qui est infrastructure constitue un secteur qui offre beaucoup d'opportunités à des profils techniques, des profils de techniciens et des profils d'ingénieurs, mais pas seulement des niveaux d'ingénieurs, mais techniques. Mais clairement,
dans ce secteur-là, il y a très peu de profils disponibles. Mais on peut en venir. Vous prenez le secteur de la grande consommation, avec tout son corollaire de grande distribution. C'est un secteur qui a le vent en poupe. Vous allez dans n'importe quelle ville aujourd'hui en Afrique, vous voyez comment les supermarchés sont en train de se créer, les produits de grande consommation, avec cette classe moyenne qui, en guillemets, se développe dans les villes, bon, même si c'est questionnable, puisque la classe moyenne, c'est quoi son revenu, on peut en discuter après, mais vous voyez bien que le secteur de la grande distribution, les produits de grande consommation est en plein développement. Vous prenez le secteur de l'immobilier, c'est un secteur qui a le vent en poupe. Vous prenez le secteur de l'éducation, toutes ces écoles privées qui apparaissent pour répondre en fait aux déficits de présence de l'État. Donc ces écoles qui aujourd'hui dans beaucoup de pays représentent 20 à 30 voire 50% de la population estudiantine, c'est un secteur qui clairement a le vent en poupe. Vous prenez le secteur financier avec un taux de bancarisation des Africains qui est de 10 à 20%, il y a un grand potentiel. La digitalisation financière, les M-Pesa comme par exemple vous avez vu au Kenya, donc c'est un secteur qui aujourd'hui en pleine évolution, en plein développement. Vous prenez le secteur du transport aérien, comment désenclaver les pays africains. Donc ça va être un secteur qui va avoir le vent en poupe, qui va beaucoup se développer. Donc vous avez quelques secteurs comme ça qui devraient se développer très rapidement, et on le voit déjà, avec des profils qui vont être de plus en plus techniques. Pour faire tout ça, il faut des profils techniques. Or, l'Afrique forme très peu de techniciens. Lorsque je présidais la commission éducation-formation d'une organisation française qui s'appelle le CIAN, qui regroupe les grandes entreprises françaises, nous avions conduit une étude dans 14 pays d'Afrique francophone, pour commencer, pour voir un petit peu les filières techniques qui étaient proposées pour répondre aux besoins des entreprises. Puisque 80% des entreprises, lorsque nous avions fait le sondage auprès de plus d'une centaine de grandes entreprises, disaient que c'était les profils techniques qu'elles avaient le plus de mal à identifier, à recruter. Et donc, quand nous avons mené cette étude dans 14 pays, on s'est rendu compte qu'il y avait à peine 30 à 50 écoles qui formaient des profils techniques qui répondaient aux besoins du marché. Donc c'est une vraie catastrophe. Donc les profils qui vont être les plus demandés sont les profils techniques, parce que sans technique aujourd'hui, c'est difficile de faire tourner une industrie. C'est difficile de faire une plateforme en ligne si vous n'avez pas un minimum de notions en informatique, en codage, en programmation. C'est difficile de créer une centrale énergétique, que ce soit solaire, à charbon, ou à énergie fossile, s'il n'est pas un minimum de technicité, de faire des routes, des aéroports, de faire des immeubles, ou même de lancer des satellites si vous n'avez pas des filières techniques. Donc les filières techniques ont été sacrifiées en Afrique, et il faut absolument les remettre sur le terrain, former plus de jeunes Africains aux filières techniques, parce que les besoins vont grandissant dans ces filières, et il n'y a pas assez d'Africains formés dans ces domaines. Et puis après, ce que j'appelle les soft skills, c'est-à-dire vous prenez un directeur financier, ça on en a, un directeur marketing, un directeur des ressources humaines, un gestionnaire, un comptable, ça on en a, je pense, un certain nombre aujourd'hui, parce que c'est lié à cette éclosion de toutes ces business schools de niveau très inégal, il faut quand même le reconnaître, mais l'arrivée de ces business schools à l'américaine, à la française, a permis de former beaucoup de jeunes Africains dans ces filières, dans ce que j'appelle ces métiers support, gestion, finance, comptabilité, ressources humaines, marketing, vente, etc. Quels sont alors les types de métiers où on observe une certaine rareté ? Vous avez par exemple, on nous demandait des comptables supérieurs, mais on nous demande quasiment plus de comptables. Ouais, on va nous demander plutôt des directeurs financiers. Après, des métiers comme, disons, il y a des profils que nous ne recrutons pas, que nous ne recrutions pas déjà. Du style une secrétaire, c'est des profils qu'on fait très peu. On fait plutôt des profils de direction, des profils de direction générale. Un directeur financier, on en a toujours besoin. Un directeur commercial, oui. Un directeur général, un directeur système d'information, oui. En revanche, ce qui va changer, c'est le contenu de l'activité.
Avant, lorsque peut-être un directeur des ressources humaines, c'était davantage la gestion du personnel qu'il allait faire. Aujourd'hui, on va beaucoup moins lui demander ça. On va lui demander plutôt de faire de la gestion des talents. Vous voyez, de digitaliser toute sa fonction. Un directeur financier, à l'époque où il allait avoir une fonction en guillemets de supervision, de la comptabilité, bien sûr il le fait toujours, mais aujourd'hui on va plutôt lui demander de regarder quels sont les produits financiers qui peuvent permettre de mobiliser des ressources pour l'entreprise, pour financer ses investissements. Donc on va lui demander de faire peut-être des tâches qu'il ne faisait pas avant, mais certaines fonctions existent toujours, mais il y a des fonctions qui vont être amenées à faire le comptable de base. Honnêtement, c'est un métier qui va plus exister. C'est comme si vous vous souvenez la sténo, ça a disparu. La secrétaire de base, ça va disparaître. Bon, il y a des métiers comme ça. Après, quand on va dans les usines, l'ouvrier spécialisé, il va disparaître. C'est fait par les robots, par les machines. Mais bon, on fait pas d'ouvrier. Mais de manière générale, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Et d'ailleurs, il y a une étude de l'entreprise Dell et d'un think tank américain qui révélait que 70% des nouveaux métiers qui vont apparaître dans les 10 prochaines années, personne ne les connaît. Donc ça veut dire que nous sommes devant une inconnue incroyable. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, beaucoup vont apparaître. Or, malheureusement, la réforme du système éducatif en Afrique doit tenir compte de ces mutations. C'est-à-dire que l'Afrique, aujourd'hui, est en train de former des Africains qui n'auront pas de chance de trouver un emploi demain. Donc nous formons des chômeurs parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Et dans les universités, je suis pas sûr que dans les universités, les enseignants expliquent ça aux étudiants, que les professeurs intègrent ces éléments dans la manière d'enseigner, dans les profils qu'ils sont en train de préparer pour demain, dans l'adaptabilité qu'on doit leur donner. Donc ça, c'est autant de risques auxquels nos systèmes éducatifs s'exposent et donc nos jeunes s'exposent compte tenu de ces mutations et de ces nouveaux métiers, de ces nouvelles compétences qui vont être demandées. Et le développement du secteur privé dans le secteur de l'éducation peut-il arriver à résorber ce problème d'inadéquation formation-emploi ? Alors, il peut, s'il est bien encadré. Le problème, c'est que dans des pays où il y a encore 25 ans, il n'y avait pas d'école privée, aujourd'hui, en l'espace de 20-25 ans, ces pays absorbent 20 à 30, voire 40% des étudiants dans le système supérieur. Or, dans ces écoles, vous en avez qui sont, excusez-moi le terme, qui sont des écoles qui sont créées dans des garages ou dans des cuisines et on met devant la porte école supérieure de management. Donc s'il n'y a pas une régulation plus stricte où on ferme certaines de ces écoles, où on les oblige à se mettre à niveau, où on les oblige à être aux standards internationaux, c'est simplement déporter le problème du public vers le privé, mais le mauvais privé. Donc ça veut dire que à l'instar un peu de ce que certains pays comme le Sénégal ont mis en place, il y a des organes de contrôle qui contrôlent ces écoles tous les ans, qui regardent les curricula, ou à l'instar de ce programme de la Banque mondiale qui s'appelle African Centers of Excellence, où je suis représentant du secteur privé au niveau du Steering Committee, où nous avons plus d'une trentaine d'universités dans les filières techniques en Afrique, que nous accompagnons et que nous finançons, enfin que la Banque mondiale et les États financent sur la base de nos critères. Exemple, la réforme des curricula. Exemple, le nombre de publications faites par les étudiants. Exemple, le nombre de partenariats avec les entreprises. Exemple, le nombre de patrons du secteur privé qui sont dans les conseils d'administration. Le nombre de femmes qui ont été qui sont étudiantes dans ces filières. Le niveau des professeurs. Le nombre de publications que ces professeurs font. Donc c'est autant de critères sur lesquels nous évaluons ces universités avant de leur octroyer les financements. Donc il faut absolument monitorer, surveiller, cadrer, fermer celles qui ne sont pas à niveau pour s'assurer que le système de l'enseignement supérieur privé répond bien aux besoins du marché et supplée les carences de l'État. Parce que l'État, aujourd'hui, clairement, n'a plus les moyens de construire autant d'écoles pour autant de jeunes qui vont arriver sur le marché. Donc,
le secteur privé est une réponse à condition de bien l'encadrer. Les programmes de soutien à la création d'emplois au niveau des jeunes pourraient-ils apparaître comme une solution adéquate? Non, pas du tout. Ce sont souvent des programmes de ce que j'appelle de propagande publique. Pourquoi ? C'est-à-dire, comme les jeunes sont au chômage en masse et qu'on essaie d'éviter des crises à répétition, on lance de temps à autre un programme d'aide à la création d'entreprises. Donc, on va réunir des jeunes pendant une journée ou 2 jours, on leur donne une petite formation et puis on leur donne un petit subside de 50 000, 100 000 ou 200 000 francs. Mais avec ça, vous n'allez nulle part. Et j'ai vu certains de ces programmes où les jeunes venaient avec des vrais projets de création d'entreprise qui nécessitaient peut-être 3, 4, 5, 10 millions d'investissements. Et on leur donnait 100 000 francs. Mais c'est pas le même projet, donc le jeune n'a aucune chance. Et en plus, souvent, ce sont des jeunes qui n'ont pas d'expérience. Donc, ils ont besoin d'un minimum d'encadrement. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le talent pour réussir, mais enfin, l'expérience, parfois, ça aide. C'est pour ça que même nous, en tant que patron d'entreprise, de temps à autre, on va prendre un coach avec qui on va discuter, on va aller voir un cabinet conseil qui va nous aider dans notre réflexion stratégique. Donc, tant que ces jeunes ne sont pas incubés dans des incubateurs, ne sont pas accompagnés avec des mentors, avec des coachs, ne sont pas outillés pour gérer leur projet, leur initiative, avec des instruments de financement ad hoc, parce que la banque ne finance pas ces jeunes, il faut pas mentir, la banque n'a pas vocation à prendre ce risque. Donc il faut des business angels, il faut des venture capitalistes, il faut des fonds publics pour miser, accompagner ces jeunes avec des systèmes d'incubation. Sinon, non, c'est de la rigolade. Donc la plupart de ces programmes, on voit bien qu'au bout de 2-3 ans, ça n'a rien donné. Et généralement, les jeunes, au bout de 3-4 mois, reviennent sur le marché en disant, on a bouffé l'argent, on n'a plus rien, et le projet n'a pas vu le jour. Donc, c'est pas sérieux. Il faut faire les choses plus sérieusement avec tout ce que j'ai indiqué, des incubateurs où on incube, des spécialistes qui accompagnent, des coachs, des instruments financiers pour financer ces projets, sinon ça ne peut pas marcher. Donc, bref, à part des pays comme le Kenya où il y a quelques exemples réussis parce qu'il y a des incubateurs, des venture capitalistes qui sont un peu au Sénégal, un peu au Nigeria, mais par rapport au nombre de jeunes sur le marché, non, on est très très loin du compte. On a pendant très longtemps décrié cette fuite des cerveaux observée sur le continent africain. Est-ce que le retour des cerveaux est finalement amorcé ? Le retour est amorcé, mais il faut plus d'opportunités. Les gens rentrent, mais pour faire quoi ? S'ils rentrent et qu'il n'y a pas d'opportunité, et même quand ils créent leur entreprise, le système financier ne peut pas les accompagner, vous voyez que c'est décourageant. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un retour très important des compétences africaines vers le continent. Et ça, c'est très encourageant. Il faut que le processus s'amplifie avec un cadre localement qui soit plus incitatif en termes de capacité d'accompagnement au niveau financier, au niveau d'accès à des marchés publics pour ces gens qui rentrent, au niveau de la création d'emplois par le secteur privé local, pour que le mouvement s'amplifie, sinon ça sera un peu de déception pour ceux qui veulent rentrer. Mais le mouvement quand même est lancé et c'est plutôt encourageant. Et vous-même, Didier Akwete, président du cabinet Afrique Search, nous le rappelons, avez eu pendant très longtemps vos bureaux en France, donc en Occident. Est-ce que vous avez entrepris vous-même ce retour vers le continent ? Parce que ça apparaît plutôt comme un paradoxe. Alors moi je suis installé en Côte d'Ivoire, nous avons toujours des bureaux à Paris, mais je suis installé en Côte d'Ivoire depuis bientôt 7 ans, donc ma famille y est. Mais bon, comme c'est un business global, je travaille à Paris, je travaille à Abidjan, je travaille à Dakar. Nous avons 7 bureaux, nous en ouvrons encore 3 autres, nous intervenons dans 40 pays. Donc moi, mon job, c'est de circuler. Mais depuis 7 ans, j'ai une base très forte à Abidjan où
vit ma famille. Donc moi-même j'ai fait aussi le retour, mais il n'empêche, j'ai toujours aussi un bureau à Paris, donc je viens à Paris travailler, comme je vais travailler à Singapour, quand je vais à la chambre de commerce Afrique-Asie que nous avons créée. Donc j'ai fait le mouvement moi-même pour mettre aussi en conformité, entre guillemets, la vocation du cabinet. Donc vous êtes un peu surpris, Robert, mais c'est le cas. Alors, c'est donc une excellente chose. Et de façon beaucoup plus globale, comment voyez-vous l'Afrique de demain ? Alors l'Afrique de demain, donc pour conclure, j'imagine, cette discussion, l'Afrique de demain est en principe une Afrique qui devrait offrir beaucoup d'opportunités, non seulement aux Africains, mais aussi au reste du monde. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez le potentiel de croissance et l'ensemble des secteurs dans lesquels on peut encore opérer des mutations et faire des investissements massifs, ça veut dire que c'est un continent qui offre beaucoup d'opportunités d'investissement pour les Africains et pour le reste du monde. Deuxièmement, c'est le continent le plus jeune de cette planète. Et en 2050, du moins les statistiques indiquent que 70 à 80% des Africains auront moins de 20 ans, ou en tout cas la moyenne d'âge sera de 24 ans, et on aura plus de 2 milliards d'habitants. Donc ça sera le continent le plus jeune de la planète. Et donc la force vive de la planète sera en Afrique, ce qui constitue une incroyable opportunité de croissance pour l'Afrique et pour le reste du monde. Donc ça veut dire que beaucoup de continents pourront même délocaliser leur économie en Afrique, beaucoup de secteurs d'activité, puisque nous aurons une main-d'œuvre jeune qui pourra travailler pour l'Afrique et finalement le reste du monde. Donc l'Afrique sera non seulement le grenier du monde, puisque les terres arables, 60 à 70% des terres arables non cultivées sur la planète sont en Afrique. L'Afrique sera la locomotive de la croissance mondiale, avec ce réservoir de croissance et d'opportunités et de jeunesse. L'Afrique sera le continent, puisque on voit bien que ce qu'on appelle le leapfrogging, vous savez, les sauts de grenouilles, l'Afrique est le continent qui absorbe les innovations très très vite, et on a vu avec la pénétration de la téléphonie mobile, de la digitalisation, l'Afrique absorbe énormément ces mutations, et donc ce processus qui est, peut-être pas propre à l'Afrique, mais qu'on observe en Afrique, est quelque chose de phénoménal pour les mutations que nous allons observer dans tous les secteurs. Donc, cette capacité de l'Afrique à absorber ces mutations est une chance extraordinaire. Donc, disons, il y a tellement d'opportunités qu'on devrait être optimiste, mais à condition que le leadership politique change radicalement. Sinon, ces espoirs seront tués très rapidement, puisque le leadership politique n'aura pas réussi à impulser, avoir cette vision et accompagner cette transformation que les Africains attendent depuis si longtemps et qu'ils sont prêts à aborder si les politiques jouent leur part du jeu. Un dernier message de Didier Akoueté à l'endroit de la jeunesse africaine. Alors, l'Afrique vous appartient, la jeunesse africaine, et nous appartient. J'estime que nous faisons aussi partie de cette jeunesse. Mais pour ceux qui ont 15, 20, 25 ans aujourd'hui, l'Afrique leur appartient à condition de s'approprier l'Afrique. Il est hors de question qu'on leur dise qu'ils ne peuvent pas bâtir l'Afrique. Et il est hors de question qu'on leur fasse croire que l'herbe est plus verte en Occident. Pas du tout. L'herbe peut être très verte en Afrique si la jeunesse africaine s'approprie son destin et décide aussi d'aller sur les sphères publiques, politiques, économiques pour être les auteurs de cette transformation. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Label Radio et Télé vous remercie, Didier Akoueté, pour cet entretien. À très bientôt. Merci à vous.
Didier Akwete est incontestablement un homme multidimensionnel, une valeur sûre continentale, résolument engagé dans la bataille du développement continental dans un secteur sans lequel rien de structurant et de durable n'est possible. Conseiller de direction générale, des centaines de cadres, dirigeants, demandeurs d'emploi lui sont redevables de leur recrutement, de leur carrière, de leur réorganisation, du succès de leur processus de privatisation d'entreprises. Idem pour les États africains et institutions internationales pour lesquelles il formule des propositions. La Belle Radio TV porte un intérêt particulier et admiratif à l'implication de ce militant de l'emploi dans l'amélioration des structures éducatives et le renforcement des capacités, notamment dans les domaines techniques et professionnels. La Belle Radio TV s'honore d'avoir fait découvrir au grand public d'ici et d'ailleurs le récipiendaire de plusieurs prix de reconnaissance, dont le prix 2014 du meilleur entrepreneur africain de France et l'un des 50 Africains les plus actifs dans le monde ces 50 dernières années, tel qu'affirmé par diverses publications internationales. Peut-il en être autrement quand on sait que Didier Akwete a présidé la commission éducation-formation du CIAD, entendez le Conseil des investisseurs français en Afrique noire, jusqu'à la fin 2014? Peut-il en être autrement quand on sait qu'il est également l'un des acteurs de think tanks tels Aspen Institute, Groupe Initiative Afrique, de Africa 2.0, un réseau de plusieurs milliers de jeunes décideurs africains visant à promouvoir un nouveau leadership et à faire de l'Afrique une puissance économique mondiale? Co-initiateur du projet ayant abouti à la création à Singapour de la première chambre de commerce Afrique-Asie du Sud-Est, dont l'objectif est de promouvoir les partenariats et les meilleures pratiques en matière de développement et de croissance entre les entreprises africaines et celles d'Asie du Sud-Est, Didier Akwete continue d'aider à la mobilisation de financement pour les entreprises africaines et les États africains. Bon vent, chasseur de tête, chasseur de talent, initiateur du Forum Afrique Talent, infatigable chasseur de solutions pour le continent et détecteur de talents aujourd'hui détectés et dévoilés au grand public. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci de votre bien aimable attention et rendez-vous pour le prochain numéro. Excellente soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.